Apéro spécial Cavs. Yo, salut les cavaliers. In the land. Et alors? Pour In le the meilleur queue. Ah non, c'est plus the queue. Ah mais non. Oh non. C'est la mortgage, je sais pas quoi. Deep in the ça rock. Et C'est Deep in the rock maintenant pour ce cher c'est Austin la Carr. Rocket Mortgage, je sais pas quoi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est la team Ouais. Rocket qui revient. Voilà. Impeccable. Ok. Comment ça va mon cher Alex? Bah écoute, ça va hyper bien. Tu vois, j'ai sorti mon jersey Cleveland. Eh oui. Tac, boum. Voilà. Pour le moment ça passe. Ah, ça passe bien là même. Ça passe très, très très bien. Tu sais que là on est borderline, ça revient à la mode. Ah bah je sais. Hein? Les Cavs sont en tendance, c'est pas beau ça? Installez-vous tranquillou, on va faire un apéro spécial Cleveland Cavaliers, car Je vais oui. peut-être même pouvoir sortir ma veste, tu sais, le petit fond que t'as mis là. Mais oui. J'ai une veste de ces couleurs-là en bleu et jaune un peu avec du grenat et tout. Mais vas-y. Ouais, mais j'attends un peu. Moi un peu. j'ai rangé ma veste Sixers, tu sais, avec les, Ah oui. avec les Par étoiles à contre, l'arrière. Celle-là, On va oui, attendre celle-là, un peu. tu vas pas la ressortir tout de suite. Ah, on va attendre un peu, on va attendre un peu. Dans tous les cas, vous le savez, on va devoir se faire un petit apéro spécial Cavs en ce meilleur jour de la semaine, car au moment où nous parlons, les Cleveland Cavaliers de monsieur Jean-Baptiste Bickerstaff sont numéro 2 de la conférence Est derrière les intouchables Milwaukee Bucks. On va revenir sur plein de choses, la dynamique, vous connaissez ces apéros, hein. Ça y est, la saison est lancée. On fait comme d'hab Alex, on va essayer de prendre certaines franchises en fonction de si ça va ou si ça va pas trop. Et on va dire, bon, expliquons, détaillons, rentrons dans le vif du sujet. Et justement, j'allais rentrer dans le vif du sujet. Je pense que certains peuvent me le confirmer dans les commentaires. Tu étais comme moi Alex ce dimanche soir? Tu as regardé les Cavs face aux Lakers? Ouais, déplacement des Cavs à Los Angeles. LeBron qui accueille son ancienne équipe. En général, il martyrise bien les Cavs, le LeBron. Ah ouais. On pourra discuter du match de LeBron, c'est pas le sujet de cet apéro, il a fait sa ligne de stats, mais Ou qu'il est en termes d'impact, on peut discuter par moment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les Cavs, eux, ils ont gagné en patron. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait un grand match. Ils ont fait ce que je qualifierais d'une très bonne deuxième mi-temps. Pas déconner quand même. La deuxième mi-temps, défensivement, c'est très sérieux. Et en attaque, en fait, les Lakers, même si les Lakers défendent pas si mal que ça depuis le début de saison, ils n'avaient pas vraiment de quoi stopper Garland, Mitchell ou bien évidemment Dean Wade. Bien sûr. Le D-Wade de... Le vrai D-Wade. Le vrai D-Wade, exactement. Pour tous les Le fans vrai. de Miami. The real one. Voilà, the realest. Non Et mais c'est vrai que c'était une belle victoire. C'était ce dimanche soir, hein. Vous l'avez certainement vu puisque c'était même diffusé sur beIN, je crois. Enfin, c'était un petit peu le main event du dimanche soir. 21h30, un dimanche, c'est cool comme horaire. C'est ça, et c'est vrai que on commence par ce match pour ensuite dézoomer un petit peu sur la saison globale des Cavs. On a une première mi-temps où, bon, Bickerstaff l'a même dit après le match. C'est un peu Los Angeles quand t'es là un samedi soir et que tu dois jouer à midi tôt. Ça a traîné des pieds quand même au début du match. On a eu Darius Garland et Donovan Mitchell qui cartonnent offensivement. Ils mettent plus de 40 points, je crois, à la mi-temps. 21 points combiné. chacun. Ouais, C'est ça. Mais par contre, les Cavs, très défensifs, très bons, un des 3 meilleurs verrous de la NBA, sur la première mi-temps, on ne les retrouve pas du tout. Pas du tout. Tu prends plus de 60 points dans la mi-temps par les Lakers. Alors pour le coup, autant les Lakers, ils défendent par séquence de manière à peu près potable, on va dire. Autant offensivement, c'est l'enfer. Ah bah ça. C'est-à-dire que moi, j'arrive à Los Angeles demain, je suis franchise player offensivement là. Alors, disons je rentre que des tirs. Bah, je rentre des tirs. Voilà. Déjà, tu rentres des tirs, t'es franchise player. Disons que Darvin Ham va falloir mettre de la salade à côté du jambon parce que pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Non, c'est chaud offensivement. Donc, encaisser plus de 60 points en une mi-temps par ces Lakers-là, alors que t'es censé être une des top 3, top 5 meilleures défenses de la ligue. Je crois qu'ils sont deuxième aujourd'hui au moment où on parle, mais ça joue à tellement peu de choses. Et puis, on est sur un échantillon d'à peine 10 matchs, donc on va pas commencer. T'es censé être une top 5 défense de la ligue avec Evan Mobley, futur Deepoy, Jarrett Allen, ex-All-Star, voilà, Hall of Famer, t'as les D-Wade et les Isaac Okoro, ça défend, bref, t'as tout ce qu'il faut pour défendre, et tu prends ça 64 points en première mi-temps, c'est beaucoup trop, et ça a été bien contrebalancé en deuxième mi-temps où ils n'en ont encaissé que, je sais plus moi combien ils en ont encaissé, mais beaucoup moins. Je vais dire ça, le score final c'est 114-100, donc ils en ont encaissé 36. Ils ont encaissé 36 points, après en avoir encaissé un bon paquet, en effet 64 sur la première période. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui suivent pas mal Cleveland évidemment de près, on a pu voir cette belle vidéo d'après-match où notamment le trophée un peu Junkyard Dog, où ils essayent de donner un petit peu le trophée, le collier avec le C en mode allez, c'est toi qui es vraiment responsable, un des responsables prioritaires de la victoire du soir. Ils l'ont donné à Bickerstaff parce qu'en fait Kevin Love le disait,
à la mi-temps, je pense que ça a pas mal résonné dans le vestiaire parce que tu peux pas en fait te prendre autant de points par ces Lakers, tu peux pas autant traîner des pieds alors que tu es sur une excellente dynamique et qu'en plus Mitchell et Garland sont de retour, ils n'étaient pas là lors du match à Détroit si je dis pas de bêtises. Et qui mettent 21 points chacun, enfin tu vois. Et qui mettent 21 points exactement. Sérieux. Donc il fallait se reprendre et c'est dans la continuité de ce que tu dis, c'est que Bickerstaff qu'on a beaucoup critiqué et qui parfois va encore continuer à nous saouler mais qui montre qu'il a vraiment la main sur ce groupe, dit les mots qu'il faut à la mi-temps. Changement de visage complet des Cavs qui en deuxième période retrouvent leur verrou défensif, punissent bien à l'intérieur. À peine 3 minutes au début de la deuxième mi-temps, on sait déjà que le match va être pas mal retourné parce que le momentum il a totalement basculé. Et là on voit le visage en fait, j'ai envie de dire, de ces Cavs de ce début de saison qui sont donc aujourd'hui à 8 victoires pour une seule défaite, 8 victoires consécutives, je vais vous montrer le tableau. Exactement, c'est la deuxième équipe la plus chaude de la ligue. Tout à fait. Les Bucks qui évidemment. Derrière les Bucks qui sont partis pour taper les Warriors de 2016. Les Bucks a dit non, défaite, non. Pas encore de défaite. Non. Je vous montre là ci-dessous, puisque je le disais à l'instant, les 8 victoires de suite. Donc il y a eu un déplacement à Chicago, une victoire contre Washington, contre Orlando. Bon, ça va. T'as été gagné quand même à Boston, ça c'était énorme, avec un gros duo Levert-Mitchell. Tu as battu les Knicks. Tu as retrouvé les Celtics où ça a été bien géré en overtime cette fois à domicile, puis déplacement à Détroit sans Mitchell et Garland et donc cette victoire à Los Angeles. Au global, Alex, le niveau de sérieux de ces Cavs est probablement un des trucs qui ressort le plus parce que tu as l'impression qu'ils sont là depuis 10 ans en fait. Exactement, c'est ce qu'on a vu dans la victoire de la nuit dernière. C'est ok, Bickerstaff, les mots qu'il faut à la mi-temps, très bien, super, mais du coup les joueurs qui ont envie d'appliquer et savent comment appliquer. Ouais. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a un petit côté victoire de patron parce qu'ils étaient au-dessus. Ils font une première mi-temps vraiment pas belle et en deuxième mi-temps sans tellement attaquer tellement mieux. Parce qu'au final, les Cavs, hier soir, ça shoot pas très bien. À 3 points, c'est pas ouf et tout. Enfin, tu vois, genre, on peut pas dire qu'ils aient fait un si grand match offensif que ça. Ils mettent quand même 114 points. Et surtout, ils ont mis le tel verrou en deuxième mi-temps que ça leur a permis de mettre des runs et de s'assurer une victoire. Finalement, en quatrième quart, ils ont pas trop tremblé, quoi. Ils ont mis les Lakers, ils ont fait non, allez, arrête Westbrook, tiens, gars, tu vas te mettre à perdre des ballons. On va reposer les titulaires alors qu'il y a moins 9, et puis basta, des gros zooms sur Anthony Davis et LeBron, et puis merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc ça, c'est une belle maîtrise, parce que, et c'est dans la continuité, comme tu le fais bien remarquer en montrant le calendrier, parce que dans l'absolu, calendrier pas non plus ultra difficile. Non, tout à fait. Ce sont les 2 victoires à Boston, contre Boston, lourd. Qui font vraiment du bien. Battre 2 fois Boston, parce que Boston joue quand même bien ce début de saison avec des belles choses. Mais je veux dire, sinon, New York, Détroit, ces Lakers-là, les Wizards, Orlando. Tu vois, genre, il y a des matchs, c'était normal de les prendre. Là, effectivement, à Los Angeles, un dimanche, donc en lendemain de soirée du samedi, avec une première mi-temps de merde. On a vu des Cavs qui ont su faire le boulot en deuxième mi-temps. Et ça, c'est complètement dans la continuité de ce qu'ils montrent depuis le début de saison, où tu as eu Mitchell est en feu pendant que Garland était blessé. Bon, ils ont continué à assurer parce que Mitchell était en feu et parce que la défense est solide. Mobley, défensivement, même si offensivement, on pourra en discuter, il y a peut-être il y a du boulot encore, mais défensivement, par contre, il est en train de prendre une dimension qui est quand même très sérieuse. C'est hardcore, Non, bien sûr. Okoro, il a l'air content même s'il n'est pas forcément titulaire. Bickerstaff fait des ajustements. Levert, le rôle de Levert va encore être à travailler et tout. Il y a de l'évolution à faire, mais en attendant, ça emporte des matchs. Ça, c'est bien. C'est vrai que les Cavs donnent ce sentiment. Quand on revoit la preview qu'on avait faite, où on était en train de essayer de jauger un peu Mitchell qui arrive avec Garland, on se posait des questions défensives. Il y avait un vrai pari. Il y a des franchises qui ont fait des paris. On voit Atlanta avec Dejounte Murray et Trae Young. Il y a eu un pari là réel qui a été fait parce que tu lâches quand même Sexton, Markkanen qui s'éclate, qui sera donc votre All-Star titulaire dans la conférence Ouest apparemment cette saison. En poste 3. Tout à fait, en poste 1. Avec, on reparlera du Jazz, vous inquiétez pas, parce que ça se passe très bien aussi pour les Mormons. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, oui, on peut regarder le calendrier et se dire il n'y a pas eu gros adversaires. Il y a quand même 2 fois Boston où tu vas les chercher dans différents scénarios de match et ça ne craque pas. Ouais, c'est solide. Il y a eu une petite frayeur en fait au tout premier match. Je pense que les fans peuvent le confirmer. Lorsqu'il y a eu le déplacement à Toronto
et que c'est une fin de match un petit peu chaotique, qu'il y a des histoires d'arbitrage, de machin, de trucs, il y a Garland qui se prend une patate dans l'œil involontaire de Gary Trent Jr., donc du coup qui doit sortir, t'as un sentiment en fait de « Ah merde, on avait une bonne dynamique » et tout de suite, on a vu en fait le groupe ne pas chercher d'excuses. Tu l'as vu comme moi le match face aux Knicks. Moi j'ai été complètement halluciné par le match en fait, notamment face aux Knicks, face aux Knicks à Cleveland. Parce que c'est un match où notamment New York fait une super performance sur 3 quarts temps. Et la manière dont Donovan Mitchell, et alors Kevin Love qui était en feu total, mais la manière dont Donovan Mitchell dissèque la défense des Knicks et trouve des solutions. J'ai l'impression que les Cavs trouvent toujours des solutions. Ça c'est la marque des grandes franchises. C'est intéressant parce que Mitchell à Utah, au-delà même de on le critiquait, il donne pas assez de ballon à Gobert, ça, ok, mais d'une manière générale, Mitchell était un créateur assez average moins en fait pour les autres. Pour les autres, là, c'est ça. Pour les autres. Et là, il a toujours sa vitesse, son dribble, son premier pas et tout ça, on connaît. Ses qualités quand les shoots rentrent, il est très compliqué à défendre, mais en plus, je trouve effectivement que tu fais bien de le signaler. En l'absence de Garland, Mitchell poste 1, il peut distribuer du caviar à un peu tout le monde. Intérieur, extérieur, les corners, le gros qui roule, tout ce que tu veux. Il profite de sa vitesse, il est en très bonne forme physique là pour débuter cette saison. Il profite de sa vitesse et de sa puissance et de son centre de gravité assez bas là, avec son bon handle pour faire des différences. Et du coup, en soutien de Garland ou à la place de Garland quand Garland est blessé, mais même en alternance, on l'a vu hier contre les Lakers, ça marche bien. Et ça fait 2 vraies belles armes offensives sur le backcourt pour les Cavs. Du coup, les Cavs, mine de rien, ils ont quand même la 7e attaque. Là, à l'offensive rating, ils sont 7e. Ouais. Au defensive rating, ils sont 2e. Tu te rends compte ils ont la 7e attaque avec la 2e défense, alors qu'ils ont la 2e pace. La 2e défense avec la 2e pace, c'est pas mal. La pace, je rappelle, c'est le nombre de possessions jouées par rapport. Le nombre de possessions jouées par match. Bien sûr. Pardon. Je ne vais pas dire de conneries. Et ils ont le premier net rating. Le net rating, c'est la différence entre l'offensive rating et le defensive rating. Ils sont à plus de 12. Ils sont élites. Tout ce que nous montrent les Cavs sur le début de saison, c'est élite. Et c'est pour ça notamment que j'allais y venir à une grosse question après que j'allais te poser et qui fait partie notamment des grandes questions qu'on se pose sur ces Cavs. C'est que on peut dire Donovan Mitchell, on le met early dans la conversation des MVP et on voit à quel point ça se passe très bien. Est-ce qu'il fera une saison toujours à 30 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne ? Si c'est le cas, formidable, bravo pour le titre. Il y a peut-être un moment aussi où ça va reculer, mais ils ont aussi des Rubio qui n'ont toujours pas commencé la saison. Ils ont Darius qui s'est blessé, donc il va retrouver son rythme. Moi, la plus grosse question au global, c'est... Tu parlais du développement de Evan Mobley là, de la présence de Jarrett Allen. Il y en a qui discutent du fait que en fait, c'est peut-être les Cavs qui ont 4 All-Stars potentiels. Est-ce qu'en fait, ils sont encore meilleurs ? Est-ce que ces Cavs sont encore meilleurs que ce qu'on avait pu imaginer ? C'est-à-dire, quand nous, on a fait les 30 previews, on avait un groupe Boston, Milwaukee, Philadelphie qui était élite, et on avait une espèce de pistoche, si je dis pas connerie, on avait une espèce de piscine de Cleveland, Toronto, Atlanta, Miami. On savait pas trop qui était dans quelle pièce. Et en fait, si ça se trouve, Cleveland, ils veulent tout de suite rejoindre là le groupe tout en haut. Et il va falloir compter sur eux parce que je vois aucun élément dans ce qu'ils nous montrent là dans le jeu qui pourrait me faire croire que soudainement, ils vont commencer à perdre grave de matchs, quoi. Mais ils veulent rejoindre le groupe du haut, ça c'est sûr. C'est là la différence, c'est qu'ils peuvent. Vraiment, ils peuvent. On le voit. Après, ça reste qu'un échantillon d'à peine 10 matchs sur un début de saison. Donc voilà, on est encore borderline conclusion hâtive, on va pas se mentir. Mais clairement, ce qui est intéressant, c'est l'alternance à la balle Garland-Mitchell. Il y a des très bonnes choses à jouer. Il y a du potentiel offensif à les gratter encore. Cleveland shoot déjà très bien à 3 points. Ils sont une des équipes avec la meilleure réussite à 3 points de la ligue. 4e réussite. Ouais. Kevin Love, il est en feu. Mitchell, laisse tomber. En fait, c'est pas Dwayne Wade, c'est Dwayne Wade avec le shoot de Ray Allen. Magnifique. Tu vois, genre, c'est voilà. Est-ce qu'ils peuvent tous tenir comme ça le rythme? Caris Levert, très très 45% propre à 3 points, il en prend 6 par match. Tu te rends compte qu'il y a 7 mecs à 10 points et plus? Parce que même Shedi Osman qui sort du banc et Kevin Love, Kevin Love et Shedi Osman qui sortent du banc, sont tous les deux à 10 points pour Osman, 12 pour Kevin Love. Et en prenant une bonne dizaine de tirs à 3 points par match en combiné et à plus de 40%.
Voilà. Et alors, évidemment, Dean Wade, lui, il est carrément à 47% de loin. Mais même Garland, Garland, 38% à 3 points. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc là, les pourcentages, on va voir comment ils peuvent les tenir. Par contre, ce qui est assez intéressant, quand je dis ils peuvent aller rejoindre le groupe en haut, déjà, on verra si Philadelphie est vraiment dedans. On va voir, ça, c'est une autre question. Mais on se rend bien compte quand même qu'on avait mis Boston et Milwaukee. Il y a quand même des chances qu'ils soient très sérieux, tu vois, sur la longueur, quoi. Il y a quand même des chances quand tu vois que Milwaukee a toujours pas Middleton. Enfin bon, bref. Ça méritera peut-être un autre apéro, ça. Je montre le classement en même temps, pour que les gens puissent avoir le contexte. Voilà, les 3 devant et tout. Bon, on verra si Philadelphie peut revenir, comme on l'avait dit, dans la lutte pour ça, on verra. Mais en tout cas, Cleveland, ce que j'aime bien, c'est t'as la base défensive. T'es sérieux en défense. T'as des grands mobiles, t'es costaud au rebond. Tu rigoles pas en défense. Ça contre et tout. Il y a de la jeunesse, donc c'est costaud jusqu'au bout. C'est une équipe jeune, ça court, c'est long. Ils sont pas fatigués en fin de match. Enfin, ça, c'est bien, c'est important. L'ajout de Mitchell est, pour moi, au-delà des espérances, là, comme ça, à court terme. Pour moi, là, si tu ajoutes ce Mitchell-là sur la continuité, sur toute une saison, comme tu disais tout à l'heure, félicitations. Non, mais félicitations pour la bague avec Cleveland, quoi. Ou en tout cas, au-delà de la blague, peut-être pas, mais en tout cas, félicitations pour le gros run de playoff, quoi. Et au-delà de la blague, on pourra se dire, en fait, c'est pour ça que je te posais la question, c'est est-ce qu'ils sont nettement meilleurs que ce qu'on pensait? Parce que défensivement, il va pas y avoir de baisse. Je veux dire, naturellement, si les mecs se pointent sur le parquet, t'as Jarrett Allen, Evan Mobley et quelques types avec les couteaux entre les dents. Oui, t'as des soirs, ils vont traîner les pieds, parce que c'est un back-to-back, il y a de la fatigue, et là, t'as un peu plus les cannes, c'est le début de saison. Mais Cleveland va bien défendre. Oui. Cleveland va bien défendre. Je vois pas. Il faudrait que soudainement, on ait des garçons qui fassent pas l'effort. On a eu des beaux efforts de Donovan Mitchell, donc oui, il peut retomber dans ses tendances naturelles, mais il a l'air assez motivé. En attaque, oui, comme tu le soulignes, ils sont zinzin à 3 points, donc ils vont peut-être redescendre sur terre un de ces 4. Mais je regardais là en détail, ça provoque des lancers à foison, ça les rentre. Donc ça, c'est des choses qui vont pas changer. Ils sont agressifs. Donovan Mitchell, il en provoque 7. Darius Garland, il en provoque 5. Levert, il en provoque 4. Mobley et Jarrett Allen, pareil. Donc en fait, si les 3 points, ça redevient un peu plus humain, ils vont continuer à rentrer dans le tas. Donc des lancers, ils vont continuer à en avoir. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à avoir un style. Un style auquel les autres vont devoir s'adapter. Boston l'a peut-être pas assez fait d'entrée, parce qu'ils se sont fait cueillir un peu à froid à Boston, en plus nouveau coach et tout. Mais clairement, Boston... ils joueraient une série entière face à Cleveland, ils aborderaient certainement les matchs de manière différente, notamment en attaque. Tu bricoles mieux pour cibler Garland et Mitchell. Là, les équipes, petit à petit, sur la longueur de la régulière, vont se mettre à le faire. C'est sûr. Logique. Pour obliger Allen et Mobley à venir faire des aides et donc peut-être à lâcher des joueurs qui savent shooter, tu vois, par exemple, quoi. Ce genre de choses qui n'ont pas trop eu lieu pour l'instant et avec lequel Cleveland se régale. C'est-à-dire que si tu attaques les mecs avec les match-ups que eux ils ont décidé et qu'en plus sur le chemin du cercle il y a Jarrett Allen ou Evan Mobley, c'est compliqué d'attaquer Cleveland, ça je confirme. Je pense qu'il va y avoir un peu de travail là-dessus. Maintenant, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est nouveau et moi je m'attendais pas aussitôt. Les Cavs, ils imposent leur rythme. Ils imposent leur rythme défensif, offensif. Ils paniquent pas. Première mi-temps dégueulasse contre les Lakers. Deuxième mi-temps, on va pas dire qu'ils étaient ouf, mais ils ont serré la vis en défense, rentré les quelques tirs dans les runs qu'il fallait, et boum, équipe un peu bancale comme les Lakers, puis qui se cherche un peu au niveau confiance. Ça punit. Je suis poli, tu vois. Boum, c'est torché ça. Ça punit. Ça dégage. Ça, c'est vraiment la marque, t'as raison, des grandes équipes, parce que sur un match de 48 minutes, les équipes jeunes, vous le voyez, les fans de, je sais pas, même moi côté Atlanta, mais côté OKC, où on a vu des équipes plus jeunes, même Memphis ou d'autres, tu sais comment appuyer sur l'accélérateur, tu sais quelles sont tes forces et comment est-ce que tu vas pouvoir remettre les mains sur le volant d'une rencontre, mais t'as l'impression que le jeu a ralenti pour tous. Moi, Mitchell, là où il m'impressionne notamment là-dessus, c'est que il avait des grosses montagnes russes, où il y a des côtés catch-fire de Donovan Mitchell, où en fait ça c'est tout le monde sur le League Pass, c'est parti aller voir Donovan Mitchell parce qu'il est en feu. Mais là, il me semble hyper calme, serein. Il me semble beaucoup plus posé, possession par possession. Ouais. Et ça, je sais pas si on peut mettre ça sur le crédit de juste le transfert, son évolution à lui aussi. Mais je crois que d'avoir notamment gardé Kevin Love, qui a tout vécu avec les Cavs en termes d'expérience,
et d'avoir repris Ricky Rubio, qui certes n'est pas sur le terrain, mais est toujours avec le groupe, je pense que ça aide bien, parce qu'on a pointé du doigt pas mal de franchises, Alex, qui souvent manquent de vétérans. Là, en plus, ils ont tout ce qu'il faut en termes de vétérans. Mais ouais, non, mais laisse tomber. Et dire qu'il y a un moment, on se disait putain, Kevin Love, il fait chier. L'attitude, il y a eu un moment, l'attitude de Kevin Love était bizarre. Ouais. Là, tout va mieux. Il est là, il est grisonnant. Il rentre ses 3. Il prend des rebonds. Enfin, il fait plus que participer à la fête, sûr, Kevin Love. Bien sûr. Il fait mal à l'adversaire. Et puis, c'est le capitaine de l'équipe. Le groupe vit bien. C'est lui qui. Exactement. C'est le capitaine de le groupe vit bien. Il connaît tout le monde dans la ligue. Enfin, voilà. Non, c'est sûr, c'est important d'avoir des mecs comme ça dans ton groupe. On va voir aussi quand ça va réintégrer, si ça réintègre, comment ça réintègre Rubio. Rubio, ça va être énorme. Parce que ça, c'est super. C'est ce qu'ils ont vécu en première partie de saison l'année dernière. Et puis en plus, Rubio, il apporte un profil différent de Darius Garland et Donovan Mitchell. Il défend mieux, il est plus dans la gestion, moins dans le scoring. Donc c'est hyper intéressant ce qu'il va apporter. Donc franchement, ce début de saison des Cavs est de très très bon augure. Moi, je pense que non seulement ils veulent aller chercher le haut du tableau, mais là, ils sont en train de montrer qu'ils peuvent. Ouais. Ils peuvent. Est-ce qu'ils vont rester installés à la table là, comme ça toute la saison? Est-ce qu'ils seront encore là à mi-avril? On verra. Mais en tout cas, ils montrent qu'ils ont ce qu'il faut pour. Ouais. Maintenant, ils ont un calendrier qui les attend là, qui va se corser un poil. Tu vois, il va y avoir des tests. Il va y avoir des gros tests. Magnifique transition. Ouais. On n'est pas en train de preview, mais les backdoors, ça continue. Ce soir, ça joue. Évidemment, pour celles et ceux qui n'ont toujours pas l'info, 30 équipes, 15 matchs. Tout le monde est sur les parquets ce lundi soir. Tu fais un petit road trip puisque tu as été chez les Lakers. C'est un petit peu le Californie. Voilà, c'est California Sunshine. Tu vas jouer les Clippers ce soir. Ensuite, petit break pour aller à Sacramento mercredi soir. Puis, gros rendez-vous à Golden State ce week-end. Ce sera vendredi soir. Tu rentres à la maison dans une forme monumentale. Tout à fait, mais qui donc auront le couteau entre les dents et voudront très certainement se récupérer un peu. C'est après là, ça va. Minnesota, quand tu commences à les récupérer à la maison, à voir ce que ça donne, parce que eux aussi vont vouloir un petit peu montrer ce que ça donne. Absolument immanquable. Mercredi 16 novembre, Bucks Cavs. Alors là. Franchement, celui-là, Alex, si on ne le regarde pas. Et puis, remets. Et puis derrière, il y a Charlotte. Bon, Charlotte, ok. Mais surtout l'enchaînement. Miami, Atlanta, Portland, Milwaukee encore. C'est bien. Donc là, il y a un enchaînement jusqu'à vers la fin novembre. Je crois qu'il y a rebelote un petit Toronto. Oui, c'est ça, c'est Toronto. Il y a Toronto le 29. Voilà. Et il y a un petit Philly pour démarrer. Enfin, en gros, là, ce mois de novembre, il y a plus de tests qu'il n'y en a eu là sur les 9 matchs du début de saison. À mon sens, il y a plus de tests pour les Cavs, il y a plus de variété, plus d'opposition avec des gros intérieurs qui vont leur rentrer dans la bouche et tout. Donc ça va être très intéressant, mais je pense qu'effectivement, ils viennent de montrer qu'eux, ils vont aborder tout ça. Enfin, là, cette nuit, ils jouent les Clippers. Bon, Kawhi est pas là, on est d'accord. Non, Kawhi est pas là, ils sont favoris. Ils sont favoris parce que j'aime bien Zubac, mais je pense qu'il va se faire manger dessous. Et oui, il y a beaucoup d'ailiers qui vont peut-être les faire chier là, côté Clippers. Là, c'est vrai que ça peut être un peu chiant. Tous ces 3-4, là, ces 6-7, 6-9, un peu qui vont faire chier. Mais en fait, ils ont de quoi répondre. Non, bien sûr. C'est comme tu l'as dit, très prometteur. Il y a un espèce de nuage au-dessus de leur tête que je souhaite pas que ça flotte sur leur crâne, mais je pense qu'il y a un petit peu le fantôme de la saison dernière qui plane un petit peu au-dessus d'eux, c'est-à-dire très très bon début de saison, et puis ensuite l'infirmerie s'est occupée du reste. Tout le monde a pris. C'est Ricky, ça a commencé là. Non, ils font partie de ces équipes qui ont pris cher. Ouais. Et ils ont pris extrêmement cher, ce qui fait que tu t'es ramené, tu as fait le trade de Levert et ils se sont ramenés au play-in et il y a eu de la déception totale. Pas besoin de refaire le truc, vous pouvez regarder les 30 previews, ça s'appelle le coup dans le rétro. Mais ils auront à cœur de montrer que lorsque ce groupe est au complet et à 100%, ils font partie de l'élite. En tout cas, ils nous montrent toutes les bases. On va toucher du bois pour qu'il n'y ait pas de problème parce qu'il va commencer à y avoir des petites blessures à droite à gauche. C'est indéniable, c'est sûr. C'est comme ça. Et puis même, quelque part, il faut aussi trouver la dynamique. C'est-à-dire lancer les bons garçons au bon moment. Peut-être reposer une fois un petit Mitchell ici ou un Garland là ou un petit Evan Mobley ou un petit Jarrett Allen. Sur Mobley, je lance juste un mini-sujet, comme ça je veux bien ton avis et l'avis des gens là-dessus. Il n'y a pas du tout d'inquiétude au niveau défensif, ou en tout cas de surprise, parce que le mec est extraordinaire. Va falloir travailler en attaque. Va falloir bien travailler en attaque. On est sur une équipe où on a dit que
pendant les 30 premiers temps de jeu, on a dit qu'on voulait pas que ce soit un joueur qui obtienne quelques miettes en attaque non plus. Et parfois, tu as soit le sentiment qu'il a des miettes, soit le sentiment qu'il faut qu'il bosse. Donc, est-ce qu'il faut aussi un petit peu se calmer sur les attentes offensives ? Tu voudrais qu'il bosse quoi, concrètement, quand tu dis qu'il faut qu'il bosse ? En gros, cet été, il y a eu plein de retours sur le fait qu'il bossait son shoot à mi-distance et que c'était une dinguerie, lui au poste et à mi-distance, parce que ça allait rentrer dans la case des Kevin Garnett et compagnie. En gros, c'est parti, on se fait plaisir et il y a plus de positions. D'accord. Le fait est que parce qu'il ne prend pas vraiment... Parce qu'il n'est pas aussi agressif que ça pour demander son ballon au poste et qu'il est très poli, il y a un côté très poli avec Evan Mobley, du coup on se retrouve dans la situation qui a été discutée dans les 30 previews, et c'est pas grave, ils sont à 8 victoires en 9 matchs, mais qui est que Evan Mobley, Alex, aujourd'hui, il prend 10 shoots par match. Ouais, c'est ça. C'est un fait. Il n'y a même pas besoin de tourner autour. Il prend 10 shoots par match. Donc, est-ce qu'on a envie de rester sur ce palier-là ? Auquel cas, c'est ainsi. Ou est-ce que un des plus gros cracks de sa draft et donc de sa génération potentiellement mérite d'avoir plus de ballons ? Enfin, tu vois, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce qu'il devrait avoir plus de ballons ? Ou est-ce que tout se passe bien, il faut le garder dans ce rôle et il faut qu'il soit plus agressif et efficace ? Comment voir la suite, en fait ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que là, offensivement, les Cavs fonctionnent bien. Alternance, Garland, Mitchell, des tirs à 3 points qui rentrent dans tous les coins. Là, le vert, il est en feu. Kevin Love, Dean Wade, enfin, ils sont en feu. Donc Garland et tout, ça distribue dans tous les coins. Mitchell, pareil, et ça rentre. Mobley, plus à marquer sur des rolls ou sur des rebonds offensifs, en gros, des lobes. Voilà. Ouais, exactement. Comme Jarrett Allen, en fait. En fait, ils ont le même registre offensif. Donc et ils prennent le même nombre de tirs par match. Exactement. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel les Cavs et Bickerstaff vont devoir forcément se pencher. Parce que tu as deux intérieurs qui sont un peu dans le même registre en attaque. Si l'éventail offensif de Mobley ne s'améliore pas, ça, c'est sûr, tu as des coachs qui vont exploiter ça. Tu as des coachs qui vont exploiter ça à fond, qui vont dire vas-y Jarrett Allen, shoot à mi-distance, vas-y mon grand. Tu vois ce que je veux dire ? Et nous, par contre, on bloque la raquette beaucoup mieux et tout. Parce qu'en fait, il y a un problème là quand tu joues les Cavs aujourd'hui. Notamment, on l'a vu récemment. Donc, ils ont joué les Lakers. C'est qu'est-ce qu'ils ont joué juste avant ? J'ai vu le match. Ils ont joué les Pistons à Détroit. Non, c'est pas celui-là. Boston, New York, Orlando. Ouais, Boston. Boston, aussi bizarre que ça puisse paraître, Boston pourtant une excellente défense, mais qui aime bien le switch all et tout ça, mais qui en ce moment n'a pas Robert Williams. Je crois qu'ils n'avaient même pas Horford quand ils ont joué Cleveland, sur le deuxième en tout cas. Je crois. Attends, je vais vérifier tout de suite pour être sûr de mes souvenirs. En Horford, tout cas, si Horford, il est là sur ce dernier match. Non, il est là sur le deuxième, ouais. Non, je dis la merde. Mais en tout cas, j'ai trouvé que Mitchell et Garland, pour l'instant, alors ils sont très forts, ils vont vite, ils sont forts derrière les écrans, mais ils se baladent trop. Ils peuvent trop aller dans la raquette. Mitchell, s'il provoque tous les lancers aussi, c'est parce qu'à chaque fois, il arrive dans la raquette. Et c'est vrai, quand il arrive lancé dans la raquette, l'autre, avec sa détente, sa souplesse, sa puissance, c'est compliqué à gérer. Et puis il est malin, en plus, il est crafty, comme on dit, il sait très bien aller chercher les lancers. Et donc ça, c'est un sujet pour pas mal d'équipes. Et je pense qu'il y a des équipes qui vont commencer à se dire « Attends. Mais en fait, pourquoi tu sors sur Evan Mobley, en fait ? On va jouer les pourcentages. Vas-y, Evan Mobley, mets tes tirs à 6 mètres. Jouez le pick and pop, mais moi, Mitchell, il rentre pas dans la raquette, ou moins. Tu vois ? Même chose pour Garland. Et on l'a vu. Je vais prendre un exemple bien plus large qui va faire hurler les fans des Cavs, évidemment. Mais c'est ce que des équipes font à Giannis, font à Ben Simmons, font à ces gars-là. C'est-à-dire qu'en gros, tu as envie qu'ils shootent. T'as pas envie qu'il puisse rouler, ou t'as surtout pas envie que ton défenseur qui est sur Evan Mobley sorte trop sur Evan Mobley en laissant le champ libre à un Mitchell. Tu préfères en fait... Il va y avoir de la trappe un peu à deux, comme ça en tête de raquette, préparez-vous, où le mec il laissera Evan Mobley sur le côté, là il dira tu sais quoi, vas-y. Prends les décisions, vas-y, prends les décisions. Prends les tirs. C'est là où je te rejoins Bastien, Evan Mobley va devoir progresser offensivement, c'est certainement l'un des points avec une très grosse marche chez les Cavs pour aller encore plus loin et viser vraiment très haut. Bien sûr. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de dire oh bah tiens, cherchons la petite bête et pointer du doigt. C'est juste que c'est un sujet qui avait été développé dans les 30 previews. Où on voulait voir justement qui est Evan Mobley, qu'est-ce que Evan Mobley. Et quand ça marche très bien, ça sert à rien de chercher midi à 14h, mais
On l'a vu être capable offensivement de faire les bonnes passes, trouver les bons gars sur le short roll et essayer de mettre la balle en l'air pour Jarrett Allen, trouver les gars dans les corners. Donc il a ce qu'il faut. Juste parfois, il y a des moments où tu vois très bien sa présence défensive, il n'y a pas de problème. Et parfois, j'avais zappé qu'il était sur le terrain offensivement. Tout à fait. Et puis ça pose un autre problème. On verra comment Bickerstaff va répondre. C'est là où moi j'ai un peu plus peur. Autant Bickerstaff au niveau des développements de jeunes, j'aime beaucoup. Autant au niveau de l'approche tactique, je suis parfois voilà, sûr. Ouais. C'est qu'il y a les très bonnes défenses. Quand tu vas arriver par exemple en playoff, c'est ce que visent les Cavs. Hein, tu auras Evan Mobley et Jarrett Allen sur le terrain. Les très bonnes défenses, elles vont exploiter ça. Et tu auras du mal à scorer. T'auras du mal à scorer parce que en fait Mitchell il n'arrivera pas à rentrer parce qu'il aura 2 mecs devant lui. Même chose pour Garland. Et les corners seront bien fermés. Du coup, ça c'est le très très haut niveau hein, pour ouais, pour les c'est Cavs, le très haut niveau, mais Milwaukee saura faire ça. Boston saura faire ça. Boston c'est très bien faire ça. Toronto peut faire ça. Miami c'est une équipe de roublard, tu vas dire Miami normalement on les défonce, mais Miami merde, ils ont trop bien planifié notre jeu. Et à l'ouest il y aura des équipes qui sauront faire ça. Donc ça fait déjà entre guillemets presque trop d'équipes par rapport aux potentiels objectifs que les Cavs peuvent se mettre. Bien sûr, après, je pense que les fans des Cavs, tu l'avais dit au bout de 2 semaines, ce dont on parlerait, c'était de savoir comment match-up avec les Bucks, les Celtics et le Heat, ils seraient en mode ouais, vas-y. C'est ce que veulent toutes les équipes. Là. Mais c'est ce que veut la franchise. Ils ont drafté des super joueurs et tout. C'est pas pour aller faire des premiers tours de playoff, quoi. C'est pour réfléchir à comment aller plus loin, quoi. Les bases, elles sont très claires, elles sont très bonnes. On va voir comment ça se passe. En tout cas, il n'y a que du positif. Je remontre une dernière fois le programme parce qu'en effet on est sur une suite là qui va être hyper intéressante avec au-delà du California State of Mind là, donc les Lakers puis ce soir les Clippers, Kings et Warriors. On a vraiment comme l'a dit Alex cette espèce de passage jusqu'au 26 novembre où en fait jusqu'à Thanksgiving on veut bien voir si ça se confirme parce que tu vas jouer 2 fois les Bucks à Milwaukee, tu vas recevoir Minnesota, Miami et Atlanta à la maison. Donc en fait vu qu'on parle d'élite, s'il faut jouer face à déjà une élite de l'Est, Milwaukee, et des équipes qui veulent se battre contre ta place, Miami et Atlanta, ça va être intéressant à suivre en tout cas. T'avais d'autres sujets ou notes sur pour finir sur Evan Mobley, parce que vraiment je l'aime beaucoup, c'est pour finir. Je pense aussi qu'il y a un angle à développer pour le coup qui va vraiment être sur le jeu sans ballon. Que Jarrett Allen, voilà, c'est un pivot. Evan Mobley, je pense qu'il a les moyens de développer un petit jeu dans le dunker spot, un petit jeu de cut backdoor, ligne de fond, c'est tout ça là. Pour lui aussi, hein. Tu vois ? Ouais, oui, c'est hyper étroit aussi comme jeu. Il est tellement mobile, tellement fluet, il a des bonnes mains une fois qu'il est lancé. Peut-être que forcément vouloir le faire shooter à la Kevin Garnett n'est pas forcément le truc le plus adapté au jeu actuel. Et auquel cas, il y a des choses à réfléchir. Exactement. Et auquel cas, autant le définir. Et moi, ça m'ira. En fait, c'est juste qu'il y a des situations où tu as l'impression d'être dans le RER le vendredi à 18h. Ouais. C'est qu'en fait, il y a Jarrett Allen, il y a Dean Wade. T'es là, genre, vas-y, Evan, essaye de prendre ta décision. Parce que il est un petit peu, tu vois, il a des grands bras, il a des grandes jambes. T'es là, genre, waouh, on dirait une licorne. Et tu lui dis de prendre cette décision. Il est extrêmement intelligent. Mais je crois en tout cas qu'il y avait peu de doutes sur son impact réel défensif. Mais qu'il reste cette espèce de... Tout à fait, mais il y a cette phrase qui ne peut pas être... La phrase défensive, elle peut être écrite. Evan Mobley est un monstre en défense. Mais Evan Mobley est un en attaque. Je ne sais pas comment remplir cette phrase. En l'état. C'est un complément, c'est un point d'attaque, c'est un gars très bon pour espacer le terrain. Voilà, ça va être à définir. Parce que par contre, c'est indéniable. Si lui, on trouve la clé, là, les Cavs... Attention. On va faire des apéros, ce sera au printemps. Hein. Attention. Bon, enfin. Dans tous les cas, les fans des Cavs, dites-nous ce que vous pensez de cet excellent début de saison. Attention aussi aux trash talkers, parce que vous le savez, il y a 2 ans, vous avez battu les Nets de Harden, Kyrie et KD avec Colin Sexton, et ensuite ça a été la dégringolade. Le fameux apéro au bout de 2 semaines, tu sais. On va toucher du bois pour eux. Je vous fais plein de bisous, Alex, je te laisse comme d'hab avec le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est on va ressortir le grenat, le bleu, le jaune et tout. Moi, je la sens bien l'affaire. Je la sens bien. Allez, on sent bien l'affaire des Cavs. On vous fait plein de bisous. Et à ce soir pour 15 matchs de NBA et 30 équipes. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.